Bonsoir, M. Sankara. Oui, bonsoir. Des partis politiques d'obédience sankariste, dont l'UNIPS, se sont rencontrés le 30 août pour mettre en place, pour mettre en examen un projet de front de sankaristes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment l'idée de ce projet-là est née? D'abord, la question de l'unité des sankaristes n'est pas une question qui date de maintenant. C'est une question qui revient de façon récurrente. Et pour retenir peut-être les grandes dates, je me situerai à partir de 2007, où l'ensemble des partis politiques sankaristes et la société civile sankariste s'étaient retrouvés autour d'un symposium. Et la première conséquence qu'on a tirée était que, d'un point de vue politique et idéologique, tous ceux qui se réclament du président Sankara, de son héritage, en réalité partagent les mêmes valeurs, ont les mêmes projets de société, les mêmes programmes et les mêmes textes. L'analyse avait consisté à l'époque à déceler ce qui pouvait être un frein, un obstacle à l'union, parce que tout le monde est d'accord pour dire que l'unité fait la force. Mais l'unité, ça ne se décrète pas. Tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. En 2008, nous avons amorcé des tentatives. Et cela a pu, en 2009, donner naissance à l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste, rappelez-vous, qui est, si vous voulez, une fusion de la CPS et de l'UNIR-PS avec une fraction du Front des Forces Sociales. On ne s'est pas arrêté là. Nous avons continué la dynamique et rappelez-vous également qu'en 2012, pour aller aux élections donc couplés, les partis sankaristes, sinon des partis sankaristes se sont encore retrouvés autour de cette question de l'unité. Aujourd'hui, comme notre communiqué de presse l'a révélé, 3 partis politiques sankaristes, à savoir le CNR-MS du président Konombo Romer, le Front des Forces Sociales FFS du président Norbert Michel Tiendebero et l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste se sont retrouvés effectivement et ont décidé de mettre leurs efforts en commun pour réaliser à ce stade-là une union donc, qui serait une union de forces progressistes comme vous l'avez constaté. Nous annonçons à cet effet un congrès, bien sûr, pour formaliser cette union-là pour le mois d'octobre prochain. Justement, quelle sera la forme de cette union? Ce sera une fusion des partis ou bien qu'est-ce que ce sera? Ou bien on va assister à un rassemblement comme le Front républicain? Non, ce n'est pas un rassemblement comme le Front républicain. Vous savez que la charte des partis politiques définit l'union comme étant une structure qui a une direction unique, concédant aux partis politiques une autonomie relative. C'est sûr et certain que nous allons travailler conformément au texte en vigueur, mais d'un point de vue politique, nous n'écartons pas l'idée d'une fusion. De toutes les façons, comme j'essaie de vous décrire le processus de l'unité des sankaristes, les sankaristes n'ont jamais rejeté toute forme d'unité d'action, que ce soit fusion ou que ce soit une union. L'essentiel, c'est de pouvoir créer un point d'ancrage et de convergence de toutes les forces qui se réclament du progressisme et de l'idéal du président Sankara, dans un contexte où effectivement la lutte menée par notre peuple met en avant et porte l'étendard bien sûr de l'idéal du président Sankara. Donc nous pensons que ce contexte nous est très favorable. C'est à nous de saisir cette opportunité pour redonner surtout confiance au peuple burkinabé. Je crois que c'est dans ce sens-là que pour le moment nous avons prôné une union
qui dure, une union crédible. Et si d'aventure nos militants à la base, les structures à la base souhaitent une fusion, eh bien on se donnera également la chance d'y aboutir. On n'est pas du tout contre, mais nous voulons vraiment que cette fois-ci, ce soit le bon pas. Est-ce que, bon, on a vu dans votre communiqué de presse, vous lancez un appel à tous les sankaristes. Est-ce que jusqu'à l'heure actuelle, c'est seulement les 3 partis sankaristes qui sont concernés? Tout à fait. C'est ce que j'ai cité. C'est le CNR-MS, c'est bien sûr le FFS et l'UNIPS qui, au cours d'une assemblée générale de leur organe dirigeant, parce que pour décider, il faut d'abord que, d'un point de vue démocratique, les partis politiques puissent s'engager conformément à leur propre texte. Mais ce n'est pas seulement que ces 3 partis qui sont intéressés par la question de l'unité des sankaristes. Voilà pourquoi l'appel est adressé à tout sankariste, à tout parti politique sankariste ou progressiste qui pense que dans ce format d'union-là, il y a intérêt. Nous ne fermons la porte à personne, bien au contraire. Mais ceux qui ne sont pas prêts aussi, ils peuvent encore mûrir la réflexion. Nous garderons toujours les différents contacts dans la fraternité, dans la camaraderie, pour continuer bien sûr à échanger. L'essentiel étant qu'au-delà des partis politiques, nous puissions, au-delà plutôt des hommes qui animent les partis politiques, nous puissions avoir un jour seul parti politique sankariste fort, comme dit Obama, c'est-à-dire une institution plus forte que les hommes, parce que nous devrions en réalité laisser bien sûr cette structure-là, ce parti-là, ce regroupement, cette convergence, en tout cas, transcender nous, nos propres individualités. C'est cette philosophie qui a été partagée par les 3 partis politiques qui ont pensé aujourd'hui, avec bien sûr l'appui et l'adhésion de leurs militants et de leurs militantes, et que l'heure est venue vraiment de pouvoir tirer enseignement et toutes les leçons du passé pour s'en instruire et surtout aller de l'avant. Je crois que ça a été très formidable et il faut vraiment encourager et féliciter le courage et la lucidité politique de tous les acteurs qui s'y sont employés pour qu'aujourd'hui, en tout cas, nous puissions espérer, je dis vraiment espérer, une union crédible. Donc on peut dire que cette fois-ci c'est la bonne. Ah, je pense. Et on peut espérer un candidat sankariste unique en 2015? Oui, la question n'est pas encore un débat dans cette union, dans ce regroupement. Ce qui nous intéresse, comme d'ailleurs on l'a dit dans notre déclaration, c'est contribuer de façon farouche, avec détermination et conviction, n'est pas accepter toute forme de tripatouillage de la Constitution pour donner les chances d'une alternance. Maintenant, s'il faut à un moment donné que les sankaristes portent leur voix par rapport à l'alternative, bien sûr nous aurons un projet de société à défendre. Mais nous pensons que nous sommes tous membres du chef de file de l'opposition politique et nous allons continuer à mener le débat. Okay. Je vais m'adresser maintenant à l'avocat. Le président du FASO a annoncé dans 2 interviews que le défunt président Thomas Sankara se trouve au cimetière de Dahomey. Est-ce que votre action qui pend actuellement en justice n'a pas trouvé sa réponse? Tout à fait. Je serais d'accord avec vous pour dire que le président Blaise Compaoré, en faisant une telle déclaration, se prend lui-même dans son propre pied. Depuis fort longtemps, nous étions dubitatifs. On a mené toutes les procédures du monde, aussi bien au Burkina qu'à l'étranger, pour qu'un beau matin, quelqu'un nous dise effectivement le président Thomas Sankara a été assassiné, se trouve d'Arnois. C'est le président Compaoré qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est le premier magistrat. Donc nous comprenons maintenant pourquoi le dossier du président Sankara ne connaît pas depuis lors, n'évolue pas, parce que si effectivement c'est le premier magistrat lui-même qui empêche l'évolution normale du dossier, bon, il est difficile aujourd'hui qu'un juge qui n'est qu'un simple serviteur puisse effectivement avoir la liberté et l'indépendance nécessaires pour dire le droit. Mais je crois que
en disant cela aussi, c'est mettre la justice à l'épreuve. Si aujourd'hui il y a des magistrats qui pensent que personne n'est au-dessus de la loi, comme on le voit maintenant dans certains pays, il est clair qu'on en tirera toutes les conséquences pour ordonner l'expertise de la tombe. Parce que ça, c'est un droit souverain, inaliénable, qui est attaché à la qualité même de la dignité humaine. Dans nos pays sous ces cieux, c'est comme ça. Quand quelqu'un décède, si vous ne faites pas son deuil, eh bien, il est difficile de croire que la personne ne vous rende pas. La personne a droit non seulement un cimetière, à une tombe digne, mais aussi la reconnaissance par sa famille. Tout cela, ça n'a pas été fait pour le président Sankara et pour sa famille. Bon, maintenant que Blaise Compaoré lui-même fait cette affirmation, cette allégation, nous le prenons au mot. Et n'oubliez pas que quand la Cour suprême en son temps avait estimé que toutes les juridictions de droit commun étaient incompétentes et qu'il ne restait que la voie du tribunal militaire, nous avions exprès saisi le ministre de la Défense en son temps. Aujourd'hui, aucune suite n'y a été donnée. Donc, je pense que la balle est dans le camp du président Compaoré. C'est lui qui sait quand, où et comment Thomas Sankara a été assassiné. C'est lui qui sait où il a été enterré. D'accord, dernière question pour terminer. L'opposition parle de dialogue politique pour sortir de la crise. Le camp en face, le pouvoir, en parle aussi. Selon vous, quelle est la forme que devrait prendre ce dialogue-là? Je veux un peu relativiser les différents propos parce que l'opposition parle de dialogue. À ma connaissance, l'opposition réplique au Front républicain qui a lancé un appel à Gawa pour parler de dialogue, mais sans prétendre de dire que dialogue ne veut pas dire négocier. Et l'opposition réaffirme en réalité une position de principe qui est qu'elle n'a jamais rejeté le principe de dialoguer. Mais à qui revient, si vous voulez, le droit de prendre l'initiative? Moi je pense que, de mon point de vue personnel, ici c'est le chef de l'État seul et lui seul qui est, si vous voulez, interpellé parce que on a déjà vu la tentative avec le président Jean-Baptiste Compaoré et on a vu qu'en réalité c'est Blaise Compaoré lui-même qui avait instigé ce dialogue, n'ayant pas donné mandat à son camp, c'est-à-dire au CDP et à ses mouvanciers. On a vu que le dialogue n'a pas prospéré. Donc si Blaise Compaoré ne veut pas de dialogue aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue. Mais nous, à l'opposition, nous pensons que il y a des questions sur lesquelles on ne peut même plus, en réalité, les poser sur une table de négociation. Comme par exemple discuter de oui ou non, il faut modifier l'article 37. Ça, c'est une question en soi-même qui est réglée. Nous disons que l'article 37, on n'en parle plus. Mais s'il faut discuter d'autres choses, eh bien, personne n'est contre l'idée, toute idée de se retrouver autour d'une table de négociation, de discussion, pour aboutir à un compromis utile qui fait avancer notre pays dans l'ancrage de la démocratie et bien sûr qui solidifie la paix avec une cohésion sociale qui sont des facteurs vraiment de notre progrès économique et social. L'opposition n'est pas contre cela. Mais l'opposition, de mon point de vue, n'est pas aujourd'hui demanderesse de dialogue. Pas du tout. Je ne crois pas que l'opposition tende la main pour demander un dialogue. Pas du tout. L'opposition dit, nous ne sommes pas contre le dialogue. On l'a prouvé. Jusqu'à demain, on serait prêt au dialogue. Mais ce dialogue doit être utile pour notre démocratie, pour la paix, pour l'avancée. On ne fait pas un dialogue pour faire un dialogue. Merci beaucoup, M. Sankara. Merci.